La famille, le monsieur que vous voyez là, il fut le porte-parole de Muammar Kadhafi juste avant sa mort. Il l'a combattu à ses côtés. C'est-à-dire qu'il a pris les armes pour défendre Kadhafi. Aujourd'hui, il est avec le fils de Kadhafi qui est candidat aux élections présidentielles en Libye. Il est en train de nous expliquer aujourd'hui le plan machiavélique des Occidentaux pour empêcher les élections, pour empêcher la tenue des élections présidentielles en Libye, pour empêcher le retour de la paix en Libye, pour empêcher la pacification de la Libye. Ce que les Occidentaux font, le plan diabolique, le plan sataniste que les Occidentaux font en Libye pour empêcher le retour de la paix en Libye, eh bien, le monsieur, il est en train d'expliquer. Camarades, écoutez avec moi cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses sur la géopolitique. On est parti. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Newsmaker. Aujourd'hui, notre invité est l'ancien porte-parole du gouvernement libyen, Moussa Ibrahim, qui nous parlera de sa compréhension personnelle de l'évolution de la crise libyenne et des événements qui l'ont précédé, dont il a été témoin lors des derniers jours du règne de Muammar Kadhafi. Monsieur Ibrahim, bienvenue dans les studios de RT à Moscou. La première question portera sur votre apparition dans les médias. Vous êtes une personnalité médiatique. Votre travail a été lié aux médias. Vous savez très bien à quel point il est important de rester connecté. Pourquoi n'êtes-vous pas apparu pendant si longtemps dans les médias qui vous auraient permis d'exposer votre vision et votre position sur les événements en Libye? Bonjour. Oui, c'est la première fois depuis 2011 que je suis présent en personne dans le studio d'une chaîne de télévision. Mais je n'avais pas disparu. J'ai accordé de nombreuses interviews à l'aide de communication par satellite ainsi que sur Internet, aux chaînes diffusant en arabe et dans d'autres langues. Néanmoins, comme vous le savez, j'ai été membre du régime révolutionnaire arabo-africain en Libye, qui était sérieusement en conflit avec l'Occident. C'est pourquoi, comme beaucoup de mes camarades, j'ai fait l'objet de poursuites pénales et politiques, notamment de la part d'Interpol, où j'ai été pendant des années en tête des listes des personnes recherchées, ainsi que de la part de la Cour pénale internationale. Pour cette raison, il m'était difficile de voyager et d'apparaître dans les médias au cours des 2 ou 3 dernières années. La situation s'est améliorée et je peux maintenant donner des interviews comme celle-ci. Revenons au sujet évoqué au départ. En tant que témoin du début des événements de février et de tous ceux qui les ont suivis, pensez-vous que les erreurs qui ont conduit au conflit armé en Libye et à la polarisation politique qui persiste encore aujourd'hui auraient pu être évitées? Oui, il y avait de réelles chances d'éviter le conflit avant les événements de février, avant cette catastrophe dévastatrice pour la Libye. Le régime révolutionnaire libyen a peut-être fait l'erreur de ne pas avoir profité de ces opportunités au niveau social, au niveau de l'interaction avec les tribus, ainsi qu'au niveau idéologique et politique, pour réparer les fautes commises avant les événements de février. Néanmoins, même après ces événements, il restait de nombreuses options pour sortir de la situation, que le régime révolutionnaire libyen avait effectivement trouvées et ouvertement appuyées. Ces options consistaient à collaborer avec des tribus qui faisaient partie de la Jamaïria, de l'histoire et de la culture libyenne et partageaient une identité libyenne commune. Il était également possible d'interagir avec l'Union africaine, qui a déclaré publiquement qu'elle se trouverait en Libye pour aider à résoudre la crise. Il y avait beaucoup de moyens pour la réconciliation du peuple libyen, même des moyens religieux, puisque le régime révolutionnaire libyen a appuyé les initiatives de dizaines de personnalités religieuses. En outre, il était possible de faire appel aux organes législatifs existants à l'époque, tels que le Congrès général du peuple et les congrès populaires territoriaux. Il y avait aussi une armée libyenne unie, et pourtant tous ces canons ont été rejetés ou plutôt détruits par les bombes de l'OTAN. Ces bombes ont tué des personnalités religieuses alors qu'elles défilaient pacifiquement dans les villes libyennes. Ces mêmes bombes ont frappé les tribus libyennes. L'armée libyenne a été anéantie. Le Congrès général du peuple, le comité populaire général et la direction du pays ont été détruits. Et donc, lorsqu'un pays est réduit en cendres par des bombes, il est difficile d'engager un véritable dialogue entre les gens. Néanmoins, on parle aujourd'hui de réconciliation et de dialogue. Croyez-vous que le peuple libyen soit maintenant prêt à interagir avec des personnalités célèbres de l'époque de Muammar Kadhafi?
Aujourd'hui, en 2023, 12 ans après la catastrophe survenue en Libye, le peuple libyen sait exactement quelle en était la cause. À présent, on n'a pas besoin de Moussa Ibrahim ou de n'importe quel média pour expliquer ce qui s'est passé au peuple. Tous les Libyens ont maintenant compris que ce qui se déroulait en Libye avait été planifié de l'extérieur, puis aggravé par une crise et des problèmes intérieurs. Cela est particulièrement évident maintenant que nous avons franchi toutes les étapes possibles. Depuis les élections parlementaires, la mise en place de structures politiques, le démantèlement et la reconstruction, la réforme des institutions militaires jusqu'au Congrès pour le dialogue et la réconciliation. Les Libyens savent qu'il existe des forces extérieures, à savoir les Britanniques et les Américains, qui, assis dans leur capitale, planifient qui de leurs pions restera dans le jeu politique et qui doit partir. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, en Afghanistan et dans de nombreuses autres parties du monde. Les Libyens sont moralement et culturellement prêts à la réconciliation, au dialogue et à la recherche d'une solution. Cependant, la situation en Libye ne permet pas de le faire, car elle a été clairement planifiée pour approfondir la division et le clivage au sein du peuple libyen. La preuve en est le fait qu'avec le plein soutien de l'ONU et de l'Occident, des structures politiques légitimes concurrentes ont été créées. Il s'agit de la Chambre des représentants, du Haut Conseil d'État, du Conseil présidentiel et du gouvernement. Ces structures ont reçu des budgets importants. On les a dotées de groupes armés qui étaient rattachés et elles ont été rattachées en même temps à certaines tribus, zones géographiques et milices. Ce faisant, l'Occident garantissait que ces partis qui avaient reçu les structures qu'il avait créées ne seraient pas en mesure de parvenir à une entente, même si elles le voulaient, parce que leurs intérêts étaient fondamentalement contradictoires, tant du point de vue géographique et financier que militaire. Quels sont les résultats de toutes ces réunions à Bouznika, à Skhirat, à Genève, au Caire, à Paris et à Berlin? Le peuple libyen est-il destiné à suivre le cercle vicieux de négociations interminables, de congrès et de nouvelles structures politiques? Combien de temps cela peut-il durer? 20 ou 30 ans? Dans le même temps, le pillage des ressources pétrolières libyennes, la violation de la souveraineté libyenne, la destruction de l'armée libyenne et la transformation de la Libye ont une épine dans le pied du monde arabe et de l'Afrique. Les tentatives de remettre en question l'identité arabe et musulmane de la Libye et de la transformer en un pays africain marginal qui deviendra une zone de conflit entre les fondamentalistes, les tribus et les différentes ethnies se poursuivent. Tout cela est conçu par des forces extérieures et alimenté par des problèmes internes. Oui, à cet égard, je voudrais poser la question suivante. Est-ce vraiment en plan étranger? Vous avez parlé de nombreuses structures politiques. Ces structures sont composées de Libyens, elles sont dirigées par des Libyens, et des Libyens sont également assis à la table des négociations. Est-il objectif de ne parler que de l'ingérence étrangère comme unique cause de la situation en Libye? Quand un pays est démoli par des bombes, des missiles, des navires de guerre et lorsque les institutions à l'aide desquelles le peuple est capable de garantir sa souveraineté sont éliminées, le peuple est une masse humaine qui a besoin de canaux légitimes et officiels par le moyen desquels il peut déterminer son avenir. Par exemple, pour assurer la sécurité, tout peuple du monde a besoin de forces armées unifiées. Cependant, l'OTAN a complètement détruit les forces armées libyennes avec toutes leurs bases militaires, leur aviation, leurs groupes armés et tout ce qui leur est associé. Le peuple a besoin de structures politiques légitimement élues. L'Alliance a détruit toutes ces structures, éliminé leurs dirigeants et interdit à la population d'en élire de nouvelles. En remplacement, l'OTAN a elle-même désigné de nouvelles structures depuis l'étranger, dans le cadre d'accords étrangers sous les auspices de l'ONU. Le peuple libyen doit également contrôler ses richesses nationales avec l'aide de la National Oil Corporation et de la Banque centrale libyenne. La NOC est contrôlée par les Britanniques et la Banque centrale est gérée depuis Londres, c'est-à-dire que les Britanniques décident qui sera à la tête. En conséquence, le peuple est privé de ses instruments légitimes et de ses moyens de gouvernement. Les Libyens qui sont maintenant sur la scène politique sont des pions qui mettent en œuvre les plans de l'Occident parce qu'ils sont des bénéficiaires financiers qui ont de gros profits. L'Occident utilise la division de la société libyenne induite par l'invasion otanienne en 2011, comme en Irak où les divisions persistent encore, ou au Liban, qui est devenu un quasi-État, puisqu'il ne peut être qualifié d'État à part entière en raison des clivages existants. La même chose est arrivée en Afghanistan et en Somalie. La Libye n'est pas sur une autre planète et n'est pas un sujet de science-fiction non plus. Elle est un maillon de la chaîne de contrôle impérialiste établie sur cette région. Ceux qui nient cette logique se trompent, et non pas nous qui parlons de ces faits.
Mais la concurrence politique ne joue-t-elle pas également un rôle? Les structures et les autorités dans l'ouest du pays font contrepoids à celles de l'est. Qu'en est-il des ambitions politiques renforcées peut-être par l'influence des tribus? Lorsque ces forces arrivent dans un pays et le divisent de cette manière, les gens passent à un mode de vie différent. Ils pensent à la manière de survivre, que ce soit une tribu ou les habitants d'une ville, un père de famille ou un officier de l'armée, par exemple. Chaque jour, ils cherchent tous un moyen de survivre ou trouver de la nourriture pour la famille, comment vivre. Bien sûr, cela contribue à approfondir la division et à semer le doute, surtout si quelqu'un a déjà provoqué une guerre civile fratricide en utilisant les groupes armés illégaux qu'il a armés et préparés en 2011. Je parle là de l'OTAN. En amenant des Libyens d'Afghanistan, ceux qui ont combattu dans les grottes de l'Afghanistan, et des mercenaires de Syrie et des pays africains en 2015, en 2016 et en 2017, semant des mines et des fougasses dans tout le pays et y dispersant ces mercenaires. C'est pourquoi les tribus libyennes, historiquement et culturellement impliquées dans le djihad, s'adaptent aux nouvelles conditions, essayant de se défendre, de protéger ce qu'elles ont et de conserver leur petite part des richesses nationales libyennes. Les tribus de la partie est de la Libye se joignent par exemple à un certain projet, la partie centrale et le sud du pays participent à d'autres projets et les tribus de l'ouest s'allient à ceux qui leur fourniront des services, de l'électricité, de l'instruction. L'Occident en est conscient et joue là-dessus comme il a fait dans d'autres pays auparavant. Qu'en pensez-vous? La région traverse une période de réconciliation entre différents États, l'Égypte et la Turquie par exemple, les Émirats arabes unis et d'autres pays, enfin l'Iran et l'Arabie saoudite. Cela peut-il affecter le degré de polarisation en Libye et contribuer à la résolution de la crise libyenne? Oui, c'est possible. Je serai optimiste à ce sujet. De nombreux États de la région et du monde se sont battus entre eux sur le territoire libyen. Ils réglaient leurs comptes les uns avec les autres sur son territoire. Tous ces processus doivent être considérés dans le contexte de ce qui se passe en Ukraine et de l'émergence de nouveaux pôles de puissance, notamment la Russie et les BRICS, ce qui est un aspect positif et important pour les peuples de l'hémisphère sud. Tout cela pour réduire la pression sur la Libye et diminuer l'influence étrangère sur certains des pays que vous avez nommés. Ainsi, les Libyens seront en mesure de résister à l'influence ottano-occidentale et surtout anglo-américaine. Je pense que cette pression énorme sera moindre. Les Libyens pourront se réunir et s'entendre non pas au niveau des pions du jeu étranger des élites politiques, mais au niveau des tribus, des villes, du peuple qui décide réellement du destin de son pays. Ils sont ceux qui ternissent la réputation de la Libye en la compromettant par la coopération avec les services secrets occidentaux. Quant au processus de réconciliation et de dialogue national en Libye, qui fait obstacle à ce processus à l'intérieur du pays? Ce processus est lent car le dialogue correspond parfaitement à la volonté du Royaume-Uni et des États-Unis. Ce dialogue vise à prolonger la crise. Le jeu politique en Libye se déroule dans un cadre donné et à un moment donné. Les Libyens en ont assez et veulent contrôler le processus. Oui, ils descendent dans la rue et organisent des manifestations pour s'y opposer. Ils réussissent parfois à faire en sorte que certains groupes armés illégaux soient désarmés, que le contrôle de certaines villes soit repris et que certaines zones soient libérées. L'Occident suit de près cette situation, car si cela continue, les Libyens seront prêts. Quand je dis les Libyens, je sous-entends par là l'ensemble du peuple, que ce soit ceux qui étaient du côté de Muammar Kadhafi ou contre lui. Après tout, les Libyens sont aujourd'hui une seule société. Que fait l'Occident? Il fait repartir à zéro la crise libyenne. Comment s'y prend-il? Il rassemble ses pions, propose de nouvelles idées, par exemple de nouvelles élections ou de nouvelles formes politiques, de nouvelles conditions électorales, et puis il introduit des changements dans les activités de la Banque centrale libyenne ou de la National Oil Corporation, entraînant en même temps le système judiciaire dans cette crise. Tout cela est mis en œuvre pour que l'Occident puisse arrêter le mouvement révolutionnaire libyen contre les forces étrangères et entraîner le peuple dans un nouveau jeu électoral politique qui, à mon avis, ne donnera rien de positif aux Libyens, car il ne s'agit que d'une mise en scène visant à faire durer le chaos et la crise et à maintenir la division sur le sol libyen. Peut-on parler maintenant d'une possible chance historique? Dans la ville marocaine de Bouznika, un accord a été conclu sur les lois électorales. Il s'agit de la participation possible aux élections des catégories de citoyens les plus diverses, personnes ayant la double nationalité, militaires, ceux qui ont travaillé sous l'ancien régime. Cette situation ne représente-t-elle pas une chance pour les Libyens d'élire eux-mêmes une certaine personne? L'Occident a nommé des commissions, d'abord 5+5, puis 6+6, et avant cela, il a mis en place une commission composée de 75 membres. La plupart des Libyens sont confus et ne savent pas à quoi servent ces commissions. Et voici ce qui est arrivé. Saïf al-Islam Kadhafi, ayant une popularité absolue auprès du peuple et une position politique forte, profitant du soutien accordé à lui-même et à son programme par de nombreux membres de la société libyenne, s'est annoncé contrairement à la volonté de l'Occident et de ses pions en Libye. L'Occident est tout simplement obligé de tenir compte de la nouvelle situation et de Saïf al-Islam Kadhafi
Kadhafi, il propose un programme national, de même qu'il est obligé d'accepter le fait même de son existence. Mais, à mon avis, les Occidentaux essayent de gagner du temps. Ils savent que si Saif al-Islam entre légalement et de manière transparente dans le processus de l'élection présidentielle, il la remportera par une large majorité. Il gagnera sans condition en dépassant les 51%, peut-être en obtenant les 2/3 des voix, voire plus. Ils ont imposé la conception d'une élection à plusieurs tours. Premier tour, imaginez que leur opinion publique qui nous est imposée dira que le vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle, même s'il a obtenu 90% des voix montrant un résultat simplement historique, ne peut pas être considéré comme président de la Libye. Car le second tour des élections doit se tenir. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent sonder la situation en Libye, avec la participation de Saif al-Islam au premier tour. Ensuite, ils décideront que si Saif al-Islam ou une autre personnalité nationale qui leur est opposée gagne, alors ils utiliseront des appels légitimes, lanceront des arguments militaires, ordonneront